Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des 4 étapes pour sortir de la fusion au pervers narcissique et aller vers la différenciation. Dans la fusion, dans l'emprise, il y a une relation entre le pervers ou la perverse narcissique et sa proie qui est une relation de domination. Dans cette domination, le pervers narcissique opère par des micro-violences quotidiennes et son but est d'exploiter, de détruire l'identité de sa proie. Il est donc dans une attitude de déni des émotions, des besoins, des désirs et des valeurs de l'autre. L'autre est considéré par lui ou par elle comme un objet et de cette façon, il peut opérer sans culpabilité, sans remords. C'est un processus de domination qui amène la victime à l'épuisement et qui peut l'amener aussi au suicide. Donc un harcèlement moral quotidien peut amener la victime finalement à une telle perte d'estime de soi, à un tel sentiment de culpabilité, à une telle impasse dans l'épuisement de ses ressources qu'elle est amenée au suicide. Et c'est le but finalement inconscient très souvent du pervers narcissique, c'est cette volonté d'amener l'autre à se suicider. Comme le pervers narcissique ne prend pas la responsabilité de la relation, ses responsabilités, il va plutôt induire chez la victime ce désir de mettre fin à ses jours par le processus du harcèlement et de la domination. Dans la fusion au pervers narcissique, la victime est dans un lien d'attachement insécure, de type anxieux. Elle cherche à rassurer le pervers narcissique, voire à le sauver. Et c'est la prise de conscience de ces micro-violences progressives, de plus en plus intenses au fur et à mesure du temps, qui fait que la victime, petit à petit, va prendre conscience qu'il n'y a rien à faire, qu'elle ne peut pas empêcher l'expression de ces micro-violences, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, ce sera jamais bien. Et donc, petit à petit, elle se rend compte qu'elle est tout à fait impuissante à changer l'autre, impuissante à modifier la qualité de la relation et elle est petit à petit impuissante par rapport à elle-même, impuissante finalement à sortir de l'emprise car elle est épuisée dans ses ressources, elle s'éteint, elle perd son identité et ça peut même aller jusqu'à la dépersonnalisation, elle ne sait plus qui elle n'est plus à ses propres yeux une personne mais un objet. Donc cette perte des ressources est un processus progressif d'épuisement et il peut donc amener à un burn-out, cet état finalement de vide qui est le vide que ressent inconsciemment le pervers narcissique. Il s'en défend en projetant ce qu'il ne veut pas ressentir dans la victime, c'est-à-dire un sentiment de vide. Il n'a pas reçu l'amour, la reconnaissance dans son enfance. Et cette absence de reconnaissance à travers toutes sortes d'abus psychologiques, émotionnels, voire sexuels, à travers la distance, la froideur émotionnelle du parent et ses manipulations l'ont amené à se sentir rejetée et c'est ce qu'il fait vivre à la victime. Elle se sent abusée, elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas reconnue et donc il y a une sorte d'identification projective qui se fait et c'est la victime qui ressent à sa place ce qu'il a nié dans son enfance pour survivre. Donc dans cette indifférenciation où finalement elle ressent ce que lui ressent inconsciemment, lui ou elle ressent inconsciemment, eh bien il y a une véritable fusion et une véritable confusion. Mais voilà, c'est un processus destructeur et la victime progressivement s'en rend compte. Et donc elle peut alors progressivement passer à la deuxième phase. Elle commence à sortir de l'emprise par la prise de conscience à un moment donné d'une violence qui est la violence de trop. Et cette violence de trop l'amène vers un désir de se différencier, une révolte
et donc elle sort du figement qui est lié à ce sentiment de danger au contact du pervers narcissique. C'est la peur vraiment importante, la peur de l'impuissance, et elle va mobiliser alors des personnes extérieures, des personnes ressources. Parfois, c'est les personnes ressources qui viennent à elle pour sortir de cet état de figement et retrouver petit à petit son identité. Donc cette révolte est très positive, c'est nécessaire de passer par cette phase de révolte pour pouvoir dire stop, non, ça suffit, et donc montrer un désaccord. Évidemment, être en désaccord avec un ou une personne narcissique, c'est entrer dans un processus de guerre, mais il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas de dialogue possible avec une personnalité perverse narcissique, puisqu'il y a un déni de sa vie intérieure chez le pervers narcissique, et donc une projection sur l'autre de son vécu interne. La seule solution, donc, c'est le quitter ou la quitter pour pouvoir petit à petit recontacter ses ressources, recontacter les personnes qui sont susceptibles de l'aider à se reconstruire, que ce soit sur le plan de sa santé physique, de sa santé mentale, émotionnelle, spirituelle, et matérielle aussi. Donc, durant cette phase de révolte, la victime eh bien, met en place des stratégies pour sortir de l'emprise, et c'est important d'essayer de le faire de façon discrète, sans chercher à dialoguer, puisque ça ne sert à rien. Il n'y a pas de volonté de chercher des solutions chez le pervers narcissique, puisqu'il veut maintenir sa domination sur l'autre, et cela passe par le déni de l'autre, le déni de ses émotions, le déni de ses besoins. Donc le dialogue est impossible, puisqu'un dialogue suppose deux sujets avec une volonté de négocier, une volonté de partager ses émotions, de partager ses besoins, et donc c'est impossible quand on a affaire à un pervers narcissique qui est dans le processus de domination, parce qu'à ce moment-là, il veut juste que l'autre se taise. Et d'ailleurs, il lui dit très souvent « tais-toi » ou il lui fait sentir indirectement, que ce soit par le silence radio ou par des remarques très humiliantes, que ce n'est pas la peine finalement de parler. Dans la troisième phase, la phase de différenciation, où la personne alors a quitté la relation d'emprise, eh bien elle peut se recentrer et se reconnecter à ses ressources internes. Donc apprendre, réapprendre à écouter ses émotions et ses besoins, s'autoriser cette écoute intérieure, puisque le pervers ou la perverse narcissique n'autorise pas la victime à s'écouter. Il l'a isolée durant la première phase, et cet isolement, c'est aussi bien l'isolement par rapport aux personnes ressources, aux activités ressources, que l'isolement par rapport à elle-même. C'est comme s'il l'avait amenée à se couper d'elle-même, se couper de ses émotions, de ses besoins, de son corps, pour finalement prendre la place de son moi et la diriger de l'intérieur. Et donc, il y a tout un travail de reconstruction à faire pour reconnecter ses émotions, ses besoins, ses désirs et ses limites, réidentifier ses valeurs, puisque au contact du pervers narcissique, eh bien, la victime a renoncé à elle-même, a renoncé à respecter ses valeurs et son identité. Donc là, la victime reprend 100% la responsabilité de satisfaire ses besoins. Et donc, c'est important d'identifier ce que l'on veut dire par besoin, parce que parfois, on peut confondre le besoin et le désir. Donc, Maslow et la pyramide de Maslow ont identifié les besoins fondamentaux de l'être humain, et ces besoins ne sont pas assimilables à des caprices, puisque ces besoins sont vitaux. Dans les besoins vitaux, on a tout ce qui a rapport avec le corps, les besoins de dormir, se reposer, manger, éliminer, boire,
avoir des moments de repos, dormir, être à bonne température, recevoir des contacts tendres. Ça, c'est au niveau des besoins physiques. Et puis, on a les besoins psychologiques. Dans les besoins psychologiques, il y a le besoin de sécurité affective, d'appartenance à un groupe, à une famille, à une nation. On a le besoin d'amour, sentir la bienveillance, la compassion de l'autre. On a le besoin de reconnaissance positive, le besoin de respect et le besoin de justice. Dans le sens être juste avec soi. Donc ça, ces besoins, c'est de soi à soi. Et les besoins spirituels, alors, qui sont plus dans le registre de l'accomplissement de soi. Donc on a le besoin d'harmonie, le besoin de paix, de compassion, le besoin d'accomplissement et d'autres besoins qui sont plus spirituels. Et donc ces besoins, eh bien, chaque individu est responsable de les satisfaire à l'âge adulte. Chacun est responsable de satisfaire ses propres besoins. Et c'est dans cette troisième phase, en se recentrant, que la victime peut petit à petit mieux identifier ses émotions et ses besoins par une écoute bienveillante et ludique, une écoute positive de son corps. Et donc pour cela, eh bien, elle peut faire des balades, elle peut danser, elle peut être dans un contact doux et apaisant avec son corps pour réapprivoiser son corps, ses émotions, ses sensations. La sensation nous renvoie à une émotion. Par exemple, si j'ai une sensation de froid, eh bien peut-être que c'est lié à de la tristesse, une émotion de tristesse. Et peut-être que la tristesse est liée à un besoin de reconnaissance frustrée. Toute émotion pénible renvoie à un besoin frustré. Et donc là, c'est un moment dans cette reconstruction d'identité où elle peut identifier dans son corps quels sont les signaux que son corps lui envoie pour l'orienter vers la satisfaction de ses besoins. Si c'est un besoin d'amour, elle peut se donner de l'amour, elle peut se donner de la reconnaissance si c'est un besoin de reconnaissance. Et donc, petit à petit, grâce à la satisfaction de ses besoins, elle peut reconstruire son identité. 100% responsable, cela veut dire développer à nouveau une autonomie psychique. L'autonomie est très différente de l'indépendance. Vous avez des personnes qui sont indépendantes au sens où elles mènent leur vie, elles sont capables d'agir pour trouver un travail, obtenir de l'argent, mais autonome, ça veut dire l'autonomie affective, donc c'est la capacité à prendre soin de ses besoins, et ça, eh bien, c'est deux choses bien différentes, et donc c'est très important de retrouver cette autonomie affective car elle a disparu dans la relation d'emprise au bénéfice de la satisfaction des besoins et des désirs de l'agresseur ou du pervers narcissique, puisque c'est de ça qu'on parle. Et donc, dans la reconstruction, eh bien, c'est ce réalignement avec soi, l'écoute de ses sensations, de ses émotions, de ses besoins, qui peut aider la victime à retrouver cette autonomie. Et donc, là, c'est important aussi d'identifier ses valeurs, les valeurs qui pouvaient être déjà là avant, mais qui ont disparu sous emprise. Eh bien c'est important de se réinterroger sur ce qui donne sens à sa vie, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour soi. Et ça, c'est un chemin tout à fait personnel. Personne ne peut le décider à sa place. La victime, eh bien, peut s'interroger sur ce qui la fait rêver, ce qui peut lui donner le goût de vivre. Eh bien, c'est dans ce sens-là que ses rêves peuvent s'orienter. Eh bien, choisir vraiment ce qui est bon pour soi et mettre de côté ce qui n'est pas bon pour soi. Et c'est dans ce tri, dans cette reconnaissance de ce qui est acceptable ou pas pour soi, eh bien, que se fait la reconstruction de son identité. Donc, de faire un tri dans ce que l'on ressent, mais aussi faire un tri dans ses relations, dans ses activités. Tout cela, eh bien, c'est la phase de reconstruction.
Et ça demande du temps, une bienveillance, de l'empathie pour soi-même, car souvent, eh bien, il y a toutes sortes de peurs qui sont encore là suite à l'emprise. Eh bien, écouter ces peurs, c'est très important, les accueillir pour les apaiser. Parce que dans l'emprise, eh bien, c'est la peur qui domine la personne. Elle est dominée, exploitée, et elle sent qu'elle est en danger de mort au niveau psychique, à travers toutes ces micro-violences et ce harcèlement moral. Eh bien, ces peurs, elles vont évidemment persister au-delà de la sortie de l'emprise. Et donc, identifier et accueillir ces peurs, c'est s'autoriser à les réguler. La régulation émotionnelle est vraiment très importante à acquérir une fois sortie de l'emprise pour pouvoir retrouver sa sécurité. Et cette régulation, eh bien, elle peut se faire de différentes façons. Ça peut être au contact de personnes qui peuvent lui donner un lien sécure, un lien de bienveillance, où il y a de l'amour sans condition, puisque le pervers narcissique, au contraire, promet un amour mais conditionnel, et donc cet amour conditionnel n'est pas évidemment de l'amour, c'est du chantage. Donc là, à travers des liens sécures, une fois qu'elle est dans sa phase de reconstruction, elle peut ressentir à nouveau la sécurité et développer à nouveau de l'amour pour soi. Mais ça peut être aussi la régulation émotionnelle de ses peurs par des activités qui lui font du bien, qui peuvent apaiser sa peur. Par exemple, retrouver confiance en elle en osant entreprendre un petit projet où elle sent qu'elle est en sécurité, qu'elle éprouve du plaisir. Et à travers ce plaisir, eh bien, elle retrouve l'état de confiance. C'est l'état du système parasympathique ventral de notre système, le système nerveux. Eh bien, c'est important de retrouver cette régulation de son système nerveux. Ça passe donc aussi bien par des activités que par des relations bienveillantes. Ça peut être aussi simplement un état intérieur, reconnecter des ressources internes, par exemple se rappeler d'un bon souvenir, où on a pu, par exemple, être dans la nature ou au contact d'un animal apaisant. Tout ce qui nous fait du bien est bienvenu pour cette reconstruction progressive de soi et un apaisement des peurs internes. Alors, elle est dans ce processus de libération, de son autonomie retrouvée. Elle peut aller vers des relations d'interdépendance. Et donc, en s'étant reconstruite comme sujet, eh bien, la victime peut aller vers d'autres personnes qui sont elles-mêmes sujets de leur vie. Et là, dans ces relations d'interdépendance, eh bien, la personne n'est plus victime. Elle est vraiment libre de choisir ce qui est bon pour elle et d'aller vers des personnes qui sont elles aussi dans cette recherche d'authenticité, de liberté, et qui sont capables de respecter ses limites comme elle respecte elle-même ses propres limites. L'interdépendance, c'est donc une relation entre deux sujets autonomes, libres et authentiques, et où chacun s'autorise des moments pour soi, des moments avec l'autre, et dans cette liberté, eh bien, il y a de l'amour, du respect et une reconnaissance, un dialogue des besoins, des émotions de chacun. Donc ça, c'est vraiment une écoute bienveillante qui permet le dialogue, et ça, c'est des relations sécures, des relations d'interdépendance entre deux sujets. Donc vous voyez, c'est un processus qui se fait progressivement depuis l'emprise jusqu'à l'interdépendance. Eh bien, c'est tout doucement que la victime peut découvrir ses potentialités, elles sont là en elle, et elle peut à nouveau y avoir accès à travers tout ce processus de libération de l'emprise. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, où j'explique justement ce processus de libération, ces différentes phases de libération. C'est aux éditions Ellipse et dans la collection Sans questions-réponses. Sinon, vous pouvez mettre un j'aime sous ma vidéo et je vous souhaite une bonne journée.